Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. À la une ce soir, sérénité et décrispation au Palais de l'Élysée pour les vœux du gouvernement au président de la République. François Mitterrand et Jacques Chirac souhaitent visiblement que la cohabitation au service de l'État se poursuive dans l'intérêt national jusqu'à l'échéance d'avril, l'échéance présidentielle. De prison pour Alain Guillot, jugé aujourd'hui à Kaboul. Le journaliste français a été reconnu coupable d'espionnage et d'activités subversives en Afghanistan. L'assassinat d'un employé de l'ambassade ouest-allemande à Paris. Bonn accueille avec prudence la revendication du Front de Libération Nationale du Kurdistan. La nouvelle année sur les places financières, optimisme à New York, Wall Street en nette hausse, morosité à Paris moins 1%, le dollar se redresse grâce à l'intervention des banques centrales. Le monde de l'art perd une de ses plus grandes virtuoses. Lily Laskin est décédée ce matin à Paris. Son talent de soliste avait imposé la harpe comme instrument à part entière. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Notre confrère Alain Guyot, condamné à 10 ans de prison. L'information vient d'être confirmée par l'agence TASS et par Radio Kaboul. Au terme d'un procès qui n'aura duré que quelques heures, Alain Guyot a été reconnu coupable d'avoir mené des activités d'espionnage et de subversion. Je vous rappelle qu'Alain Guyot a été arrêté le 12 septembre dernier au nord de l'Afghanistan. Commentaire autour d'un procès, Patricia Coste. Amaigri, fatigué, mais le regard assuré, voici les premières images d'Alain Guyot, 3 mois et demi après sa capture. On le voit ici répondre à ces juges afghans réunis en tribunal révolutionnaire spécial. Nous n'entendrons pas les réponses d'Alain Guyot, elles ont été tronquées au montage par la télévision soviétique, seule autorisée à filmer ce procès. Un procès qui a duré 5 heures, où le journaliste pigiste de cinéma a pu longuement répondre aux accusations d'espionnage, d'entrée illégale sur le territoire afghan et de présence dans un groupe antigouvernemental hostile. Puis, écoutez bien, Alain Guyot se redresse, demande à qui il doit s'adresser et déclare posément « Alors je vais quitter la séance, vous pourrez me choisir. » Ce sera lui qui mettra fin au débat, comme si soudain il comprenait que, peu importe ses explications, le verdict était préparé à l'avance. 10 ans de prison, avec comme seule pièce à conviction ce matériel banal de reporter, une caméra vidéo, des cassettes, un magnétophone, un appareil photo, des objectifs, quelques clichés et un carnet de notes. Répondant hier à un journal soviétique qui reprenait l'accusation d'espionnage, Alain Guyot a répondu « Le devoir d'un journaliste est de venir voir lui-même sur place ce qui se passe ». En fait, Alain Guyot a été victime de la trahison d'un de ses guides, Rassoul Palawan, commandant local d'un groupe de Moudjahidine, qui s'est rallié au régime pro-soviétique, lui apportant en prime le journaliste français. Oui, Jacques Abouchard, bonsoir. Vous avez vécu ce genre de jugement il y a quelques mois. Vous étiez vous aussi face à un tribunal révolutionnaire spécial. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? La même chose. Le même cadre. J'ai l'impression de rajeunir de 3 ans. Un président, 2 assesseurs et pas d'avocat. Ah, vous êtes seul alors. Vous assurez complètement la défense, il ne faut pas se tromper. On assure sa propre défense, réquisitoire. C'est une séance unique, une audience et au bout du compte, le verdict, après qu'on ait assuré sa propre défense. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment du verdict? Eh bien écoutez, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête d'Alain Guyot, mais je peux vous dire qu'en ce qui me concernait, j'étais soulagé, ce qui semble paradoxal parce que en fait l'avocat général, le procureur avait requis la peine de mort. Et donc j'ai été condamné à 18 ans de prison, ce qui me paraissait dans un premier temps très bien. Et puis très vite, j'ai pensé que 18 ans ce serait très long si je devais les accomplir. Et là, après une première réaction presque euphorique, une réaction de désespoir. Oui. Et vous êtes sorti, vous êtes expulsé au bout de 2 mois. Est-ce que vous pensez que ça peut aller vite aussi pour notre confrère Guyot? C'est toute la question. En fait, je suis très étonné dans son cas. Les attendus pour lui sont finalement plus sévères que pour moi. J'ai été accusé d'entrée illégale dans le pays avec un groupe armé terroriste, c'est-à-dire les résistants. Et lui est accusé de subversion et d'espionnage. L'accusation d'espionnage avait été d'abord retenue contre moi, puis abandonnée. Donc les attendus de l'acte d'accusation étaient plus légers en ce qui me concerne, et la peine plus lourde. Alors j'espère qu'Alain Guyot pourra
bénéficié d'une certaine détente du côté soviétique et d'un certain désir de désengagement proclamé par les Russes et par M. Gorbatchev. Et qu'il pourra sortir très vite, que sa détention ne se prolongera pas. Mais toute la question est là, est-ce que la peine n'est pas plus légère en ce qui le concerne, avec le risque que la détention soit plus longue? C'est effectivement la grande interrogation ce soir. Je vous remercie Jacques d'avoir témoigné, d'avoir répondu à nos questions. À Paris, interrogation autour de l'assassinat d'un attaché d'ambassade de la République fédérale allemande. Siegfried Wildsputz, 31 ans, a été tué sur une passerelle qui enjambe la Seine entre l'avenue de New York et le quai Branly dans le 16e. Sur lui, on a trouvé un tract du Front national de libération du Kurdistan, tract qui rappelle le contentieux existant entre les Kurdes et l'Allemagne fédérale. L'affaire serait tragiquement simple, si je puis dire, si le comité Kurdistan de Paris ne parlait ce soir de provocation. Le point avec Hervé Brusini. Une voiture vient de prendre la fuite. Un homme s'est écroulé, touché au cœur par une balle de 9 mm. Là, sur cette passerelle qui enjambe la Seine, il est aux environs de 3 heures du matin. On ne le saura que plus tard. Siegfried Wildsputz, employé à l'ambassade d'Allemagne, a tout juste eu le temps de dire quelques mots devant 2 témoins. Il est décédé 3 heures plus tard à l'hôpital du Val-de-Grâce. A-t-il parlé de ses meurtriers? Avait-il rendez-vous avec eux sur cette passerelle? L'enquête ne fait que commencer. Pour la brigade criminelle et la police allemande, elle s'avère difficile. Ainsi, la lettre découverte dans une poche du fonctionnaire et signée ERNK, entendez Front de Libération Nationale du Kurdistan, est un début de piste pour les enquêteurs français, pas pour les Allemands. Pourtant, cet avion ouest-allemand qui s'est écrasé samedi en Turquie, de même que l'attentat d'aujourd'hui contre le fonctionnaire de l'ambassade, ont été revendiqués cet après-midi par le même groupe kurde. Mais les enquêteurs allemands restent toujours aussi sceptiques. Selon les techniciens de la compagnie, l'origine de ce crash n'est pas un sabotage, mais un accident. Et puis il y a ces démentis, émanant de plusieurs organisations kurdes, dont celle du Front de Libération Nationale. Pour eux, tout cela n'est que pure provocation montée par des services secrets turcs. Décidément, cette affaire s'annonce bien délicate. Oui, j'apprends à l'instant même que 4 policiers de l'antiterrorisme allemand, d'Allemagne de l'Ouest, viennent d'arriver à Paris pour enquêter sur cette affaire. Alors faut-il prendre au sérieux la piste kurde? La question est une nouvelle fois posée. En 1986, après l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, des revendications anonymes avaient immédiatement lancé la police sur la piste kurde. Piste officiellement abandonnée un an plus tard par la police suédoise. C'est donc avec beaucoup de prudence, je vous le dis, que je vous livre cette autre information qui nous arrive d'Ankara. Un homme se réclamant du Front national de libération du Kurdistan a revendiqué par téléphone cet après-midi l'assassinat de Paris de la nuit dernière et le sabotage de l'avion ouest-allemand qui s'est écrasé samedi en Turquie. À Bonn, le point avec Philippe Rochaud. L'office criminel de police ne croit guère à la piste kurde, car le tract retrouvé sur le corps du fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris était en sa possession depuis plusieurs semaines. L'attentat relance pourtant le contentieux entre les Kurdes et le gouvernement allemand. Disséminés parmi les 1 600 000 émigrés turcs, ils sont infiltrés par plus de 2000 militants actifs appartenant au Front de libération du Kurdistan. Ils prennent pour cible les intérêts du gouvernement turc en Allemagne fédérale. Malgré les perquisitions après 5 meurtres entre 84 et 87, le milieu est resté actif. Le Front de libération du Kurdistan, dans des tracts adressés aux autorités allemandes, a déclaré la guerre à ceux qu'elle accuse de collusion avec le régime turc actuel. La colère des Kurdes contre le gouvernement allemand s'explique aussi par la saisie de 700 000 marques appartenant au comité Kurdistan de Paris. Le Front national de libération du Kurdistan avait promis d'obtenir par la force, s'il le fallait, la restitution de cet argent. Mais là aussi, l'hypothèse est écartée. Le gouvernement allemand affirme qu'il a déjà rendu la somme. En Israël, calme précaire dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. 200 Palestiniens ont été libérés sur parole aujourd'hui, mais plusieurs manifestations sporadiques se sont déroulées ce matin au lendemain de la mort d'une jeune Palestinienne, tuée, je vous le rappelle, par un soldat israélien. À noter encore que 4 des 9 Palestiniens frappés par une mesure d'expulsion ont entamé aujourd'hui une grève de la faim. Ce matin, les 5 Palestiniens ont été présentés à la presse. Ils devraient être expulsés dans les mois qui viennent. La France plus traditionnelle, à l'heure des vœux de Nouvel An. L'image la plus émouvante, ou plutôt, excusez-moi, la plus cohabitationniste nous arrive de l'Élysée, où Jacques Chirac et son gouvernement sont venus souhaiter une bonne année, mais oui, à François Mitterrand cet après-midi. À 4 mois des présidentielles, avouez que le protocole ne manque pas d'humour. Jean-Michel Mercurol.
Ministre souriant, parfois bronzé, en tout cas détendu, la cohabitation version 88 affiche sérénité et consensus. Les vœux du gouvernement au chef de l'État ont été pour Jacques Chirac et François Mitterrand l'occasion de se féliciter que depuis mars 86, chacun à sa place avait fait ce qu'il devait faire. Le Premier ministre a souhaité que soit abordée l'échéance électorale de 88 avec la même sérénité. Le Président l'a approuvé et a souligné que chacun peut avoir des opinions et des choix différents. Ce qui réunit, c'est le sens de l'État et la volonté de servir la France. Devant les grands corps de l'État, ensuite, François Mitterrand a insisté sur l'importance d'une justice égale pour tous, sur le refus de l'injustice sociale. Il a engagé enfin tous les représentants de l'État à une vigilante neutralité lors de la campagne présidentielle. Comme il est de règle dans une véritable démocratie, il faudra que les opinions s'expriment librement, en conscience, hors de toute contrainte et de toute pression, sans dommage pour l'unité nationale. Après les vœux du corps diplomatique ce soir, François Mitterrand recevra encore demain les vœux du Parlement et des syndicats, du maire de Paris et de la presse. Devant le corps diplomatique français, François Mitterrand a évoqué tout à l'heure le sort des otages français au Liban. Le président de la République a dénoncé, je cite, la barbarie des preneurs d'otages, devant notamment l'ancien chargé d'affaires iranien. Écoutez le président de la République. On compte ici et là des otages, des personnes arrachées, on ne sait pourquoi, sinon comme monnaie d'échange. Et d'échange de quoi? Et d'échange avec qui? Des personnes arrachées à leur famille, à leurs amis, à leur pays, à toutes les affections qu'ils pourraient espérer, à la vie tout simplement. C'est intolérable. Il n'est pas concevable que la société internationale accepte, quels que soient les partenaires en cause, de recourir à des méthodes qui sont celles de la barbarie. Les vœux en bref ce matin à l'Hôtel de Ville. Jacques Chirac, maire de Paris cette fois, a souhaité que sa ville devienne, je cite, la capitale de l'Europe de demain. Ce matin encore, à la radio, sur l'antenne de Radio Monte-Carlo, Raymond Barre a lancé un avertissement aux Français en guise de vœux pour 88. Soyez lucides, ayez confiance et soyez résolus, a dit l'ancien Premier ministre. Si ces trois vertus sont pratiquées, je pense que nous nous en sortirons. Sur les marchés financiers, l'année 88 demeure synonyme d'incertitude. Aujourd'hui, la chute du dollar a été enrayée, fort heureusement, par l'intervention des banques centrales. À Paris, l'année 88 n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, loin de là. Moins 1,04% en clôture dans un marché sans affaires. Il faut dire que Tokyo avait donné le ton ce matin en clôturant à la baisse. Heureusement, cet après-midi, les premiers chiffres de Wall Street ont plus ou moins corrigé le pessimisme ambiant. Le point avec Jean-Pierre Métivet. Tokyo, moins 1,6%. Et pourtant, on craignait le pire ce matin après une semaine de fermeture. L'effondrement redouté n'a pas eu lieu, c'est le premier signe de cette journée. Deuxième signe, le dollar. Dès l'ouverture à Tokyo, il dégringolait. En fin de séance, reprise. Entre-temps, la Banque centrale du Japon est intervenue pour freiner la baisse. Deux autres banques centrales ont fait de même aujourd'hui, celle de l'Allemagne et de la Suisse. Du coup, à New York, la bourse a commencé l'année en hausse. L'indice Dow Jones gagnait plus de 61 points à 19 h. Les autres bourses réagissent diversement. Londres gagne 2%, Francfort perd 5%. Paris chute aussi. Malgré la légère reprise du dollar, la bourse accuse une baisse de 0,4%. Le marché y est resté attentiste aujourd'hui. Le dollar, lui, cotait 5 francs 35,40 au cours officiel. Peut-être un simple répit. Voilà pour les tout derniers chiffres. Les autres télégrammes de l'actualité avec Rémi Roche. Ensuite, nous reviendrons sur un fait divers tragique qui s'est déroulé pendant le week-end en Alsace. Une taxe de base toutes les 14 secondes au lieu de 13. Les communications téléphoniques interurbaines baissent de 7% à partir de demain. Elles étaient trop chères par rapport aux communications locales, explique Gérard Longuet, le ministre des PTT, qui espère pouvoir encore réduire les prix du téléphone. Ils ont déjà baissé 5 fois en 20 mois. Une route nationale des Ardennes, barrée pendant 7 heures par une centaine de sidérurgistes de l'usine d'acier de la Chiers. Les manifestants entendaient ainsi remettre en cause la décision de mettre fin prématurément au plan de reconversion de leur usine, plan qui devait initialement courir jusqu'à la mise en service de la deuxième tranche de la centrale nucléaire de Chooz, prévue pour 1989.
Nouvelle étape dans le conflit qui oppose pilotes et direction d'Air Inter à propos du pilotage à deux des futurs Airbus A320. L'intersyndicale des personnels techniques menace de déclencher de nouvelles grèves, grève surprise sans préavis, précisent les syndicats, qui reprochent à la direction de se servir de ces préavis pour rechercher des affrètements d'avions dans d'autres compagnies. En France, indifférence et lâcheté, vous allez le voir sur une petite route d'Alsace. 2 autostoppeurs ont été renversés par un chauffard. Ensuite, plusieurs dizaines d'automobilistes sont passés, sans s'arrêter. Un comportement qui n'est malheureusement pas exceptionnel au dire de la gendarmerie. L'indifférence, synonyme de mort, quelque part en Alsace, commentaire de Dominique Verdaillan. Ces traces de craie sur du bitume, la marque de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, près de Strasbourg. 2 jeunes gens, 20 et 17 ans, font de l'autostop sur une route départementale où la circulation est formellement interdite aux piétons. Leurs corps mutilés, méconnaissables, ont été retrouvés à 2h30 dimanche matin. Les jeunes gens ont été renversés dans l'obscurité par un chauffard, mais plusieurs véhicules les ont heurtés, écrasés, sans que les automobilistes ne s'arrêtent. Seul un routier espagnol a fait demi-tour. Il s'était souvenu être passé sur un obstacle qu'il avait identifié comme des sacs poubelles. Il a préféré témoigner plutôt que de se conduire en lâche. Une lâcheté chez de nombreux automobilistes que les enquêteurs ont du mal à analyser. Sur le comportement des usagers qui ne se sont pas arrêtés devant des corps sur la chaussée. Alors ça, c'est encore un autre problème, et je crois que ça tient un peu à la psychologie du conducteur qui se sent un peu isolé dans sa bulle, dans sa voiture, et qui a un comportement qui n'est pas tout à fait normal. En particulier, il se sent en sécurité dans sa voiture, et s'arrêter face à un événement fortuit sur une route rapide en pleine nuit peut être considéré comme quelque chose de non sécurisant, et comme on ne se sent pas personnellement responsable de ce qui se passe en dehors de sa bulle, on continue son chemin. Les autopsies et les analyses toxicologiques éclairciront peut-être les circonstances de ce drame de l'indifférence. L'appel à témoins lancé par la gendarmerie s'est révélé pour l'instant peu fructueux. Front commun à travers le monde pour sauver l'ozone. Pour ceux qui l'ignoraient encore, je rappelle que l'ozone constitue un véritable bouclier qui nous protège des rayons ultraviolets qui nous viennent du soleil. Le problème, c'est que des trous sont apparus dans cet écran qui est situé à une trentaine de kilomètres de la Terre. Alors pour enrayer le phénomène, tout le monde se mobilise, écologistes, scientifiques et maintenant les 11 firmes chimiques les plus importantes du monde. Il faut dire que ces firmes étaient sur la sellette depuis quelque temps. Philippe Dumez. Voici l'un des principaux suspects, les bombes aérosols que presque tout le monde utilise chaque jour. À l'intérieur, un gaz avec un composé chimique, le chlorofluorocarbone, le CFC, utilisé aussi pour les réfrigérateurs, l'industrie électronique, la soudure, la fabrication de mousse polystyrène, en tout, plus de 700 000 tonnes produites chaque année. Mais le grand coupable, c'est incontestablement le chlore contenu dans ce produit. En s'échappant dans l'atmosphère, il va aller attaquer la couche d'ozone qui protège la vie sur la Terre. Cela fait une dizaine d'années que dans l'industrie chimique, on se préoccupait de trouver un produit de remplacement, en vain. Il y a 2 ans, des scientifiques découvraient avec stupeur au pôle sud et au pôle nord des trous énormes dans la couche d'ozone. La tache rouge ici, aussi vaste que l'Europe, c'était l'alerte. L'industrie chimique a réagi. Elle possède maintenant 2 produits de substitution au CFC et, grâce à un programme commun, les producteurs vont peut-être arriver à un résultat positif. Cet accord signé par 11 grands groupes chimiques, actuellement producteurs de chlorofluorocarbone, consiste à faire ensemble, en partageant les coûts, les études de toxicologie à long terme de 2 composés, c'est-à-dire des études de longue durée, 4 à 5 ans si tout va bien, peut-être plus, sur l'effet éventuel des impuretés qui résultent des procédés de fabrication et qui pourraient, elles, s'avérer nuisibles si elles étaient présentes aux côtés des produits que nous cherchons à mettre sur le marché. Il faut donc beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour s'assurer de l'innocuité de ces produits avant de les introduire. Ce programme coûtera en effet 50 millions de francs, mais la Terre a-t-elle le temps d'attendre 4 ou 5 ans ? En principe, oui. Globalement, la couche d'ozone a diminué entre 2 et 5% et rien n'indique que notre bouclier parasol se détériore très rapidement. Mais il était temps de prendre ce phénomène au sérieux.
Le sport, un nouveau rugbyman roumain choisit la France. Octavian Moraru, je regarde mon petit papier, qui effectuait une tournée dans la région de Bordeaux, a décidé de demander l'asile politique. Une affaire qui risque de faire du bruit, car le père de l'intéressé n'est autre que le vice-président de la Fédération roumaine de rugby. Commentaire de Jean Mamère. Le club roumain de Crivita-Rogier va regretter longtemps son séjour girondin. Octavian Moraru a préféré rester pour porter le maillot jaune et noir du club de Saint-Médard-en-Jalles. Opération bien montée, mûrement réfléchie, une blessure inventée, un séjour à l'hôpital, disparition puis réapparition 3 jours plus tard, et le tout dans le plus grand secret. Il y a longtemps que j'ai pensé à ça, c'est une décision que j'ai prise toute seule. Ma famille n'était pas au courant, je n'ai jamais discuté avec eux. Heureusement, car Octave n'est pas n'importe qui. Son père, ancien international, est le vice-président de la Fédération roumaine de rugby. Un geste qu'il risque encore moins d'apprécier, surtout s'il y a des représailles. Moi, je ne sais pas ce que va se passer avec eux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Quand on fait comme ça, on prend toujours des risques. Pour l'heure, Octave a bu le champagne de la nouvelle année dans sa nouvelle équipe. Seul souvenir pour lui, le fanion de son ancienne équipe encore accroché au mur du clubhouse. Octave est devenu depuis hier un Bordelais à part entière. 2 mots de sport encore, on commence par la boxe, c'est la bagarre ferme chez les super welter. Et oui, puisque l'année a commencé avec une grande soirée à Gênes et 2 grands championnats. Le premier qui opposait Don Cobra Curry, l'ancien champion du monde des super welter, et qui a battu le Mexicain Luque Apino. Alors un match sans grande envergure, mais très important pour Curry, puisque maintenant il va lui permettre d'affronter, prochainement et titre en jeu, c'est-à-dire championnat du monde des super welter, celui qui dans la même soirée a conservé son titre de champion du monde. Je veux parler de l'Italien Gianfranco Rossi, que nous allons voir. Alors Gianfranco Rossi, c'est le blanc, celui qui a une culotte rouge. Il a affronté le noir américain Dwayne Thomas. Une ambiance survoltée, et Rossi à la 7e reprise bombarde de coups Thomas pour le mettre hors de combat. Une série de directs à la face assomme le malheureux Thomas, une grêle de coups que l'arbitre d'ailleurs met bien longtemps à arrêter. Thomas est depuis longtemps hors d'état de boxer. Il finit couché dans les cordes. Joie à l'italienne pour le vainqueur, Rossi, qui conserve ainsi son titre de champion du monde des welter, version WBC, mais image terrible que celle de Thomas, assommé, incapable de sortir seul des cordes. C'est la boxe certes, mais des images dures quand on sait qu'elles sont peut-être les dernières d'un boxeur professionnel. Il risque, il est vrai encore, de compter pendant longtemps les étoiles, ce malheureux Thomas. Le foot, on reparle du grand Johan Cruyff. Alors il démissionne d'Amsterdam pour venir où? On parle de Paris, c'est pas confirmé. Peut-être au Paris Saint-Germain, puisque le président Borelli n'a pas caché sa satisfaction de connaître cette démission de Johan Cruyff. Il est vrai que Cruyff était l'un des premiers noms évoqués pour remplacer Gérard Rouillet et Éric Montbart. On en discute en ce moment même au Paris Saint-Germain chez le président, mais le président Borelli aura du mal à s'aligner sur les propositions faites par les clubs espagnols et italiens, notamment l'AC Milan, où joue déjà Van Basten et Gullit, le soulier d'or. Ça sera dur. Bon, on sera fixé dans les jours qui viennent. Ce soir ou demain matin. Merci. La musique en deuil. Lily Laskin est morte ce matin à Paris. Elle avait 94 ans. Lily Laskin était avant tout la grande dame de la harpe. C'est en partie grâce à elle que cet instrument avait retrouvé ses lettres de noblesse au XXe siècle. Commentaire de Gérard Dalmas. Premier concert vers 1900. Première femme musicienne à l'opéra, 1909. Grand prix du disque dès 1935. Lily Laskin, 94 ans, en nous quittant ce lundi matin, laisse une orpheline, la harpe, instrument auquel elle a su redonner ses lettres de noblesse. Et puis, cette virtuose, peut-être la meilleure du monde, était dotée d'un autre grand talent, jeunesse et bonne humeur inaltérable. Vous voulez que je vous donne une recette? Oui. Une recette pour avoir 26 ans, tous les ans? Oui. Il faut commencer jeune et finir vieux. Voilà. Ce petit bout de femme énergique avait peur de l'avion et n'a donc pas connu la gloire américaine. Mais 83 ans au service de la harpe, qui dit mieux? Si cette petite fille de la musique, qui a failli être danseuse, chanteuse, médecin, a su faire sortir la harpe des salons et des fosses d'orchestre, c'est parce qu'elle avait des doigts rares, une élasticité des muscles lui permettant des pirouettes des 2 mains. C'est un instrument excessivement difficile à accorder, qui a une mécanique excessivement délicate, qu'il suffit d'1 millimètre dans une fourchette pour que la corde soit juste au bécard. Voire au bémol. Mais voilà,
avec Lily Laskin, c'était toujours juste. C'est pourquoi la vie de cet éternel enthousiaste a été comme sa harpe, harmonieuse. Il est vrai que Laskin, dite Lily, avait pour véritable prénom Aimé. Avant de vous donner les traditionnelles nouvelles du temps avec Laurent Cabrol, regardez bien les images qui nous arrivent des côtes françaises, notamment de l'ouest de la France où la tempête est en train de se réveiller. Regardez tout de suite. Oui, là nous sommes sur les côtes nord de la Bretagne où le vent a soufflé à 135 km/h sur l'île de Batz. À Roscoff, dans le Finistère, les habitants sont privés d'électricité depuis ce matin. À Saint-Dolé, dans le Morbihan, des pylônes électriques ont été arrachés. Et puis il y a eu aussi des orages violents. Vous voyez cette maison frappée par la foudre dans la région de Poitiers dans la journée d'avant-hier. Des orages très violents également dans la région de Clermont-Ferrand. Voilà des images assez éloquentes. J'ajoute que sur l'île de Saint, l'île de Saint est maintenant coupée du continent depuis 3 jours et les enseignants de cette île ont dû être importés, si je puis dire, sur l'île en hélicoptère pour effectuer leur rentrée scolaire ce matin. Image impressionnante, est-ce que ça va s'arranger dans les heures qui viennent, Laurent? Non, pas dans les heures qui viennent, c'est-à-dire demain nous aurons encore beaucoup de vent, c'est vrai, ça va commencer à se calmer dans la journée de jeudi. Alors effectivement, Éole s'affole, Éole, le dieu du vent, il est complètement fou depuis quelque temps et nous avons atteint, je vous le disais, 135 km/h, c'est quand même énorme, c'est une grosse tempête. Demain, s'il en sera de même, nous allons voir les images satellites qui vont défiler sous vos yeux. Ces images qui ont été prises par Météosat à 35 000 km d'altitude. Vous voyez avec quelle vitesse les nuages ont balayé la France et demain ce sera exactement le même scénario. Alors la couleur du temps pour la journée de demain, là aussi peu de changements. Vous voyez sur une grande moitié nord de la France, nous garderons un ciel souvent couvert avec toujours ce fameux vent qui est ici et que je caractérise sur les côtes atlantiques, un vent très violent, toujours de la même intensité. Sur le littoral méditerranéen et les Pyrénées, de très belles éclaircies. Les températures en revanche vont rester relativement douces pour la saison. La moyenne va osciller autour de 13 degrés demain. Et il fera 13 degrés. Tenez, pendant que vous regardez la ville qui vous concerne, ici, il fera 13 degrés à vous. C'est en Indre-et-Loire où le vent soufflera avec violence. Le vent fou de vous s'en prend à vous. Alors que demain, nous fêterons les Édouards et avec un soleil qui va gagner 2 minutes et il va se lever à 8h45 et se coucher à 17h06. C'est toujours bon à prendre. Prochain rendez-vous d'information, 23h30. Le dernier journal sera présenté par Hervé Claude. Demain, 6h45, n'oubliez pas Télématin, animé par Roger Zabel. À 7h45, c'est Claude Sérillon qui sera l'invité des 4 vérités. Claude nous parlera de son livre « De quoi je me mêle ». C'est le titre de son bouquin. Merci de votre fidélité. À demain, 20h. Merci d'être fidèle à Antenne 2.